Euh, Bonsoir chers téléspectateurs de l'émission Dialogue politique, diffusée en direct sur la plateforme du site Madar. Ce soir, nous avons un invité de marque en la personne du président Samori Oulbey. Bonsoir président. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Samori n'est plus à présenter. C'est une personnalité nationale connue aussi bien donc, dans le milieu syndical que dans le domaine politique. Donc on va présenter Monsieur Samori, notre invité. Un petit mot pour vous présenter notre illustre invité du jour. Monsieur Samori Oulbey, qui est président du mouvement El Hor, qui depuis 1978 lutte contre l'esclavage et pour l'émancipation des Haratines de Mauritanie. Il est secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la CLTM, qui est une des organisations syndicales les plus importantes et les plus représentatives au niveau national et qui lutte pour les droits des travailleurs mauritaniens. Samori est un leader d'opinion et un activiste de la société civile. Il fut vice-président de la plateforme des ONG non étatiques, ancien membre de la Commission nationale des droits de l'homme, dans son premier bureau au comité permanent. Samori est aussi ancien secrétaire général de l'Observatoire des élections présidentielles de 2007. C'est aussi l'auteur de la fameuse lettre ouverte adressée aux Nations Unies, demandant leur intervention pour protéger les Haratines victimes d'esclavage, de l'arbitraire et de l'exclusion. C'est un acteur politique engagé et en opposant au système politique en place. Voilà donc en quelques mots une petite présentation pour vous donner une idée de notre invité. Bonsoir Président. On vous laisse la parole donc pour saluer les téléspectateurs. Merci beaucoup. Avant de plonger donc dans le vif. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour m'avoir offert cette occasion de m'exprimer sur des questions qui intéressent certainement beaucoup de Mauritaniens. Merci aussi à vos téléspectateurs qui nous suivent aussi sur votre plateau. Voilà. Merci. Nous savons donc qu'avant de devenir une grande personnalité syndicale et politique, vous avez d'abord été un grand militant anti-esclavagiste. Vous avez été de tous les combats, mais on sait aussi que malgré les progrès enregistrés sur cette question de l'esclavage, cette question revient toujours de façon récurrente au devant de la scène. Quelle évaluation faites-vous du chemin parcouru depuis votre engagement pour cette question? Merci pour cette question pertinente. Effectivement, je suis un des leaders du mouvement Al-Hor de première heure. Depuis les années 70, nous avons effectivement pensé à créer ce cadre pour essayer de contribuer, sinon à travailler pour la sensibilisation, la mobilisation des Haratines pour leur éveil, pour leur prise de conscience face à leurs conditions et face à leur situation d'exclus et d'opprimés dans ce pays. Nous avons effectivement confronté des réalités, des situations parfois difficiles. Surtout à l'époque, il y avait effectivement cette situation des rejets. Et le problème des Haratines, le problème de l'esclavage étaient aussi des questions taboues dans ce pays. Personne n'osait parler de l'esclavage en Mauritanie dans les années 70. Donc nous avons osé et nous avons effectivement connu également cette répression, la prison, tout ça. Mais nous pensons qu'aussi aller dans cette voie, c'est aussi aller aussi donner des sacrifices
pour la libération et l'émancipation des Haratines. Aujourd'hui, nous pouvons parler de notre bilan au niveau du mouvement Al-Hur. Notre bilan est là. À l'époque, dans les années 70, aucun Haratani ne pouvait penser ou réfléchir ou songer à se présenter à une élection ou à quelconque, en tout cas, association dans ce pays. Nous avons cassé, brisé cette vision en montrant à Haratani que c'est aussi un citoyen, un être humain entier, comme les autres. Il a les mêmes droits que les autres. Nous avons participé pour la première fois aux municipalités de 1986. Et là, c'était pour nous un exemple donné aux Haratines de penser également à s'impliquer dans la vie active du pays. Et c'était pour nous également une école, un début de formation. Et en 90, nous avons également forcé pour également imposer une liste qui était aussi cette liste beige, qui a créé également une situation politique nationale nouvelle, c'est-à-dire que c'est la première fois où les Haratines marquent leur présence dans la vie politique. C'était cette liste beige qui était à l'époque présidée par M. Oud Belkher et qui effectivement, pour nous en tout cas, elle était gagnante, mais dans ce pays, on ne peut pas aussi avoir le droit. Et donc ça a été quelque chose d'usurpé. Et nous avons continué notre sensibilisation, notre campagne, notre mobilisation des souches haratines. Et aujourd'hui, partout il y a des conseillers haratines, partout il y a des maires haratines, partout il y a des maires des haratines qui sont impliqués dans le rouage et dans la société. Et ça, c'est l'action du mouvement Al-Hur. Et nous pensons que cette action-là fait ce bilan et que nous avons aujourd'hui devant nous. Par rapport aux réalisations, par rapport au changement de conditions, de situation des Haratines, des Mauritaniens ou des esclaves, la situation persiste encore, puisque en réalité l'esclavage continue à être pratiqué et pratiqué encore à grande échelle. Et nous avons des cas et des cas précis. Il y a eu cette loi, et cette loi n'a pas été aussi gratuite. C'est aussi la lutte du mouvement Al-Hur, puisque après les élections où nous avons été au ballotage, nous avons pesé. Pour la première fois, les Haratines, on les revoit aussi sur l'échiquier politique, et nous avons soutenu avec des conditions un des candidats. Nos conditions à l'époque, c'était qu'il y ait une loi incriminant l'esclavage. Cette loi a existé et ça permet de créer ou d'avoir un cadre légal permettant à ces esclaves de pouvoir y recourir pour leur libération, pour leurs droits. Mais nous déplorons aujourd'hui que cette loi ou ces textes sont très loin de l'application, de l'applicabilité. Donc nous sommes nous regrettons que le gouvernement ne veut pas aller dans l'application de ces textes. Il ne veut pas aller aussi pour également encourager la libération et l'émancipation des esclaves. Nous avons vu aussi qu'il y a assez d'entraves qui sont aujourd'hui dressées devant les Haratines pour leur émancipation, pour leur implication, pour leur intégration de manière effective dans la vie nationale, dans la vie économique de ce pays. Et tout cela, c'est dans le cadre d'un système, dans le cadre d'une certaine politique orchestrée pour que les Haratines restent dépendants, pour que les Haratines restent aussi dans les besoins, pour que les Haratines restent exclus.
ceux qui vivent la précarité, ceux qui vivent réellement l'indécence. Donc, tout ça, c'est aussi une politique qui est là et qui aujourd'hui devient une politique d'ailleurs très méchante dans sa pratique. C'est devenu un peu un système d'apartheid, si j'ose dire. C'est aussi la ségrégation raciale qui est là et qui également commence à se développer, à prendre corps. Et nous estimons que c'est une situation très grave et nous pensons aussi que ceux qui sont aux commandes de ce pays assument toute la responsabilité des problèmes qui peuvent engendrer, que cela peut engendrer un jour au niveau national. Donc nous pensons qu'il y a assez de choses aujourd'hui à revoir au niveau national pour que nous puissions œuvrer ensemble en vue d'asseoir les bases d'une vie conviviale, une vie qui permette aux Mauritaniens de vivre ensemble, de vivre en paix, de vivre dans le respect réciproque et de vivre également dans le cadre d'une nation, un État-nation, où les droits sont garantis, où chacun réjouit de toute sa liberté, sa dignité respectée. Donc nous pensons que ça, ce sont des choses fondamentales, ce sont des choses cruciales qu'il faut effectivement travailler, que nous puissions ensemble œuvrer en vue d'arriver à ce climat, à un contexte national qui permet aux Mauritaniens de s'y retrouver et de pouvoir également se partager les gâteaux ensemble et de vivre ensemble également en tant que Mauritaniens vivant sur cette terre et dans ce contexte sous-régional controversé où il y a assez de défis majeurs qui aujourd'hui nécessitent l'unité des Mauritaniens, nécessite notre convergence vers l'action pour construire un État, pour construire vraiment un pays, puisque nous sommes le maillon faible dans cette sous-région, où les autres pays sont très en avance par rapport à nous, sont très développés par rapport à nous, et ils sont également au plan économique, au plan social, au plan très en avance, alors que nous sommes là. Nous avons bénéficié de cette indépendance qui nous a été offerte sur un plateau d'argent ou d'or, mais nous avons échoué. Nous avons échoué à pouvoir gérer cet État, à pouvoir gérer cette nation, à pouvoir créer cette unité, renforcer cette cohésion sociale nationale. Et nous avons échoué sur tous les plans, même à préserver nos richesses nationales. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où il y a la pagaille, il y a l'anarchie, il y a les désordres, il y a les gâchis, un groupe qui s'accapare des richesses de ce pays, qui s'en abuse et qui également aujourd'hui détruit tout dans ce pays, le tissu de l'économie nationale, la cohésion sociale, l'unité nationale, les bases même du fondement de l'État. Donc tout ça, ce sont des questions fondamentales pour un État, pour une nation qui va pouvoir vivre et perdurer. Donc aujourd'hui, on n'a pas des institutions, plus des institutions dans ces pays. Tout est devenu l'anarchie, le désordre. Donc la mauvaise gouvernance qui s'impose aujourd'hui.
la mauvaise gestion. On trouve aucune personne qu'on incrimine pour sa mauvaise gestion ou pour ses mauvaises pratiques. Non, tous ils pratiquent les mauvaises pratiques, tous ils font de la mauvaise gestion. Donc c'est devenu une culture, c'est devenu une pratique courante, c'est devenu un peu notre, disons, ce qui nous désigne, nous distingue des autres. Donc, nous sommes ce pays où le peuple est un des plus pauvres. Nous sommes ce pays où le pouvoir d'achat est le plus bas dans la sous-région. Nous sommes ce pays où le chômage est à son paroxysme. Nous sommes ce pays où, en réalité, les gens n'arrivent plus à vivre malgré nos richesses énormes, malgré les potentialités de ce pays. Donc, nous sommes ce pays mal vu. Nous sommes ce pays où nos enfants, nos jeunes aujourd'hui cherchent le chemin de l'exil, le chemin de l'immigration. Et nous sommes ce pays qui n'a pas d'avenir. Alors ça, c'est une situation qui nous inquiète, nous. Ça, c'est une situation qui est là, qui pèse et qui pèse lourdement. Et malgré cette situation qui se pose, nous sommes en face d'un gouvernement qui ne songe à rien sauf dilapider les richesses de ce pays, qui ne songe à rien sauf réussir une certaine politique qui ne peut pas être collée à la Mauritanie. C'est cette ségrégation, c'est cette division, c'est cette situation de banqueroute. Donc, nous sommes en face d'un grand défi, nous, Mauritaniens, qui veulent que cette Mauritanie soit une Mauritanie pour nous tous, nous, Mauritaniens. Alors, nous ne pensons pas que cette Mauritanie puisse aujourd'hui devenir une Mauritanie pour un groupe donné ou pour une frange de composantes. Donc, c'est pour ces raisons-là, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a de quoi, en tout cas, s'alerter, il y a de quoi que nous puissions tous se mobiliser pour faire face à ces défis, et défis majeurs. Merci beaucoup pour cette introduction qui est un peu revenue sur un tableau général de la situation du pays. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains points quand même saillants de votre intervention. Mais pour rester sur cette question de l'esclavage qui est toujours récurrente, est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même qu'il y a eu des avancées notoires sur cette question, notamment avec la loi que vous avez citée sur la criminalisation de l'esclavage et avec également la mise sur pied de ces cours qui permettent aujourd'hui de juger les esclavagistes. Donc, est-ce qu'avec tous ces instruments qui ont été mis sur place, vous ne considérez pas que quand même des pas importants ont été franchis sur ce plan? Non, au contraire, puisque avoir des textes bien élaborés et qui répondent effectivement aux normes, ce n'est pas suffisant. Mais ce qui est demandé, c'est la pratique, c'est l'exécution. Vous savez qu'aujourd'hui, les Haratines, hier, se plaignaient de l'esclavage. Aujourd'hui, c'est l'esclavage moderne. Ils vivent l'esclavage moderne. Ils vivent l'expropriation des terres. Ils vivent le conditionnement, l'exclusion pire et dure. Aujourd'hui, les Haratines n'arrivent plus à vivre, puisque dans le temps, ils avaient leurs terres. Aujourd'hui, ils sont expropriés de leurs terres. Ils avaient construit des barrages dans les années 50, 60 ou même avant. Aujourd'hui, on les expropriait de ces barrages. Ils avaient leur fortune. Pour ce qui est de textes,
Avant, on parlait, puisque le décret de 1981, il y avait des notions qui prévoyaient la terre à celui qui l'exploite. Alors, cette notion, on n'y parle plus, mais on fait le contraire. C'est qu'ils n'exploitent pas la terre, ils viennent et s'accaparent de la terre avec l'aide des hakim, des walis. Donc les hakim, les walis sont devenus des outils aux mains des esclavagistes qui exproprient les haratines de leur terre. Ça, c'est une situation très grave, puisque ça peut créer un jour des problèmes insurmontables, puisque aussi c'est des harcèlements qu'on est en train de faire. C'est aussi une volonté de briser également les haratines dans leur source de revenus. Et aujourd'hui, les haratines sont relégués au bas de l'échelle. Ils sont comme des cœurs, ils sont comme ceux qui vont dans les poubelles, ainsi que leurs enfants. Ils n'ont pas autre chose que ça. Leurs fils devenaient aussi des cadres, diplômés, compétents, mais ils sont aussi là dans la rue, victimes de l'exclusion, victimes de la discrimination. Donc, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, nous évoluions de l'esclavage, vers la discrimination, vers le racisme, vers l'exclusion totale. Ça, c'est une situation qui est là et qui se pose et que nous dénonçons et que nous refusons. Et ça posera problème aujourd'hui ou demain. Donc, nous pensons que la loi est là, mais les pratiques sont autre chose. Il y a une question d'actualité ces derniers jours avec notamment cette histoire du magistrat qui a été malmené avec des propos jugés racistes, esclavagistes. Je voudrais avoir votre réaction sur cette affaire. Comment est-ce possible que l'on puisse aujourd'hui assister à ce genre d'attaque verbale contre un magistrat pour la couleur de sa peau, pour son appartenance à une communauté? Est-ce que vous voyez que c'est à cause de l'impunité ou est-ce qu'il y a une complicité quelque part dans l'appareil? Aujourd'hui, voilà. Cela est bien possible. Pourquoi? Parce que il y a un revirement, il y a une vision extrémiste, une vision nationaliste, une vision d'exclusion. Cette vision, aujourd'hui, est devenue un peu quelque chose de pris en charge par le pouvoir, qui, lui, pense faire de la Mauritanie un État arabe exclusiviste, sans tenir compte de la réalité de la Mauritanie, et reléguer les composantes nationales noires au second plan. Ça, c'est une situation qui est là. C'est une situation attisée, alimentée par le gouvernement lui-même, par le pouvoir en place. Et le Hartani, qu'il soit ministre ou qu'il soit magistrat, ou qu'il soit, il est toujours mal vu. Il est toujours traité de mauvais propos. Et ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres qui l'ont précédé, qui ont traité les Haratines de mauvais traitements et qui n'ont jamais été également interpellés ni inquiétés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on encourage cela malgré, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi est là, mais la loi n'est pas appliquée. Si la loi est là et qu'elle n'est pas appliquée, si nous sommes en train de pouvoir passer outre, si on est en train d'encourager certaines choses pour faire accepter, faire avaler la pilule aux autres, d'accepter leur statut de second degré,
Nous n'acceptons pas que les statuts des Noirs soient de second degré dans ce pays. Non. Mais nous voulons aussi la légalité, la justice entre tous. Alors, que ce soit Hartani, que ce soit Mor, que ce soit Poulard, que ce soit Soninké, Wolof, nous sommes tous des Mauritaniens. On doit nous considérer comme tous Mauritaniens, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations et le même respect. Alors, ça, si ces choses continuent, la Mauritanie risque de sombrer dans des situations graves. Et si également le régime continue à vouloir forcer cette Mauritanie, qui ne peut pas être forcée, ça risque également de briser les chines et ne pas arriver au but. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal, par exemple, d'agir de la sorte contre, par exemple, quelqu'un qui appartiendrait à la communauté haratine, qui est considérée comme étant une communauté arabe, faisant partie intégrante de la communauté arabe? Non, les haratines ne sont pas cette composante intégrée comme appendice à la composante arabe. Les haratines sont un groupe national ayant sa particularité et ses spécificités propres et qui aujourd'hui réclame la reconnaissance constitutionnelle des haratines en tant que groupe. Au même titre que les autres, il doit avoir le même traitement que les autres. Donc, les haratines ne sont pas arabes, ils sont des haratines, ils ont leurs spécificités. Ils ont leurs particularités, ils ont leur passé, ils ont tout ce qui les distingue des autres. Donc, notre revendication principale, c'est cette reconnaissance au plan constitutionnel des haratines en Mauritanie. On va continuer sur la même lancée pour vous demander un peu ce qu'il était advenu de la lettre que vous avez adressée au secrétaire général des Nations Unies de l'époque en 2017, une lettre qui vous avait valu beaucoup de critiques. Beaucoup 2010, de, ouais. Voilà, 2010. Est-ce que cette lettre a eu une suite favorable? Est-ce qu'elle a eu un impact réellement? Oui, moi je pense qu'elle a eu son impact puisque suite à cette lettre, suite à cet éclairage que nous avons donné aux Nations Unies et aussi à la communauté internationale par rapport aux haratines en tant que groupe qui n'était pas connu en tant que tel et dont également les problèmes n'ont pas été exhibés de manière qui permette aux autres de connaître ce que vivent les haratines en Mauritanie. Cette lettre a détaillé et a aussi donné également l'éclairage nécessaire pour que les autres aient idée sur ce que sont les haratines et leurs conditions dans lesquelles ils vivent. Après cette lettre, les Nations Unies, ils ont bien réagi. Ils ont désigné un rapporteur spécial pour la Mauritanie qui suit cette question de l'esclavage et le problème des haratines. Ce rapporteur des Nations Unies faisait ses missions en Mauritanie, ses investigations, et il a fait plusieurs rapports et également plusieurs recommandations au gouvernement mauritanien pour prendre en considération l'importance, sinon la nécessité de revoir ce problème de pauvreté extrême que vivent les haratines, cette problématique que vivent les haratines, l'exclusion, de la précarité, de l'esclavage. Et il a recommandé au gouvernement de penser à revoir ces questions. Donc, chaque fois, il réitère également ces recommandations. Et j'ai également, après cette lettre, j'ai saisi également
la communauté aussi de l'Union européenne et des États-Unis d'une autre lettre également pour également attirer leur attention sur la situation que vivent les Haratines de Mauritanie et en expliquant également en détail comment on est en train d'écraser les Haratines, puisque aussi cette question est importante, d'ailleurs très sensible. Cette question de l'enrôlement. Les Haratines aujourd'hui, 30-35% des Haratines ne sont pas enrôlés. C'est quelque chose de voulu. C'est une politique. On travaille pour que les Haratines deviennent demain des apatrides. Nous n'acceptons pas que les Haratines deviennent des apatrides dans ce pays, puisqu'ils sont des originaux. Les gens qui, depuis avant l'arrivée des Arabes, étaient là. On ne peut pas penser aujourd'hui à faire des Haratines des apatrides. Ce sont les fils de ce pays. Ils doivent avoir leur droit à l'enrôlement. Aujourd'hui, ils sont exclus de l'enrôlement. On essaie de compliquer les choses pour l'enrôlement des Haratines. Ça fait partie des grandes questions et des grands problèmes que le pouvoir impose aux Haratines. Pas seulement ce pouvoir, mais ce qui le précédait aussi. Donc c'est une vision, c'est un processus continu qui vise également à écraser les Haratines, à les réduire, à les amener à être dépendants et dépendants de leurs maîtres, ce que nous refusons, ce que nous récusons. Donc ce sont des questions qui sont là et qui sont pertinentes et qui sont brillantes également et qui nécessitent. C'est pour ces raisons que nous pensons qu'aujourd'hui la Mauritanie a besoin d'un dialogue national. Nous avons besoin d'un dialogue national. Puisque il faut revoir les bases sur lesquelles la Mauritanie a été reconstruite en 1960. C'est une base qui n'est pas basée sur des choses réelles. Nous voulons que cela soit revu, qu'il y ait une nouvelle reconstitution, qu'il y ait une nouvelle répartition de pouvoir et de richesses entre composantes nationales. On ne peut pas accepter de continuer à être ses serviteurs, à être l'esclave qui sert et qui ne peut pas se servir. Non. Nous sommes nés libres. Nous voulons vivre libres. Nous voulons vivre avec les autres en tant que citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes obligations. Donc, ces choses-là sont pour nous fondamentales. Un dialogue national devient nécessaire et devient aussi urgent, puisque leur politique entamée depuis quelques temps et quelques années pour détruire la présence des Noirs dans ce pays, c'est une politique très grave, puisque aujourd'hui, tous les hakems qu'on nomme au niveau des zones où il y a des présences négro-africaines ou haratines, leur rôle ou leur mission, c'est d'exproprier les Noirs de leurs terres. Et ça, c'est une situation aussi provocatrice, très grave. Nous ne pouvons pas nous taire sur des choses comme ça. On va revenir sur ce registre politique, justement, parce qu'on voit que quand même, actuellement, la situation politique est tout à fait très calme. Vous demandez un dialogue politique, on voudrait bien savoir par quels moyens, en tout cas aujourd'hui, l'opposition qui a été pratiquement réduite à sa plus simple expression pourrait vraiment, de quels moyens de pression elle dispose pour pouvoir réclamer un dialogue politique. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable dans le contexte actuel où pratiquement le pouvoir domine la scène politique? Moi, je pense que un dialogue national prime sur les élections présidentielles. Quand nous réfléchissons
à nos problèmes, à la situation de notre pays, il y a l'urgence de travailler pour faire face à ces questions, à ces problèmes. Puisque si nous continuons à ignorer l'existence de tels problèmes, si nous continuons à faire fi de tout ça, les élections, c'est quoi? C'est un tricage, c'est des pratiques frauduleuses, ce que nous avons connu la dernière fois. C'est honteux, c'est scandaleux comme élection. C'est ce qui se fera aux élections présidentielles. Et des gens qui ont échoué dans tout ce qu'il faut, qui ne méritent pas leur place, ce sont eux qui vont demain revenir. Aujourd'hui, la Bretagne n'est pas dirigée. Les richesses de ce pays sont, sont parties. On ne protège plus rien, même la dignité, la souveraineté du pays, rien. Alors, ceux qui sont là, c'est des gens qui ont échoué dans la gestion des affaires de ce pays. Si demain continueront dans l'échec et continueront également dans cette vision étroite, grave, qui va conduire le pays vers le chaos. Donc, moi, je pense que la priorité doit être un dialogue national. L'opposition n'existe plus. En tout cas, l'opposition classique, si j'ose dire, puisque si on a travaillé pour faire rallier certains membres d'une même communauté pour essayer de faire l'unanimité autour d'une vision, d'un principe donné, ça c'est aussi grave. Moi je pense que ceux qui à l'époque étaient opposants, le motif de s'opposer au système est encore là. Pourquoi? Parce que si le système vise à nous diviser, vise à créer des problèmes internes de la Mauritanie, cela doit interpeller tous les Mauritaniens. Si certains pensent qu'il n'y a plus de problème, qu'on peut rallier le pouvoir Baidan et aller dans cette politique d'exclure les Noirs sur la base de ségrégation, ça c'est une vision ou c'est une démarche qui n'est pas salutaire. Ceux qui ont mené leur carrière politique durant des années, finissent par rallier de cette manière. Je pense que c'est aussi une manière vraiment de trahir une cause, trahir aussi les principes de droit. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui colle à certaines personnes qui ont voulu et qui ont pris cette démarche-là. Je pense que pour ce qui est des restants de l'opposition, on verra ceux qui continuent ou ceux qui encore ont ce sentiment national, jaloux sur la Mauritanie, veulent que la Mauritanie soit préservée. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui encore ont cette
volonté et demain, cela va pouvoir également surgir au plan de l'échiquier politique national. J'espère, je souhaite, puisque aujourd'hui tout le monde concourt, tout le monde est d'accord que ce régime est un régime qui a échoué, un régime qui n'est pas à hauteur de gérer les affaires de la Mauritanie, un régime qui n'est pas à hauteur de faire l'unité des Mauritaniens, un régime qui n'est pas à hauteur de créer l'emploi, de créer les sources de revenus, de créer des conditions d'amélioration de vie des gens. Le problème de l'eau se pose, le problème des infrastructures se pose. Donc nous sommes un pays vraiment cimetière. Il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sérieux. Donc ça, c'est devenu une sorte de culture. Notre culture, c'est un peu ça, le désordre, l'anarchie, l'inertie. Donc on est là, dans cette situation. Donc on a pratiquement 5 minutes encore, on a vraiment le temps qui nous presse. Donc pour vous, cette alliance du pacte républicain, c'est une alliance purement communautaire? Oui, c'est une alliance purement communautaire. Les autres qui y vont, c'est des gens manipulés, des gens qui vont contre cœur, qui vont contre leurs intérêts. Est-ce que vous ne pensez pas que le parti, l'UFP, est un parti démocratique quand même, qui regroupe vraiment les composants? Sauf le parti l'UFP. Oui. C'est un allié classique. Derrière ses positions, depuis toujours, n'ont pas été, en tout cas, ces positions qui inspirent confiance pour nous, Halatines. En les années 70, les Halatines étaient nombreux dans le mouvement Kadihin, puisqu'il y avait des slogans qui étaient attrayants. Mais après la nationalisation de Mi-Ferma, qui est devenue aujourd'hui la SNID, après la création de la monnaie, le mouvement Kadihin déclarait haut et fort que les revendications ont été satisfaites. Alors, certains ont rejoint le parti au pouvoir. À l'époque, la question halatine, l'esclavage, n'était pas une des questions primordiales dans leur projet. Et il y a une question que je ne peux que souligner. Ici, en 91, les élections présidentielles de 91, les Kadihin, l'ensemble des composantes ont refusé que l'IFD, l'Union des forces démocratiques, à l'époque, les Halatines constituaient la base fondamentale de ce parti. Eux, ils ont refusé que M. Oudouboukher soit le candidat de ce parti, en disant qu'eux ne peuvent pas prendre la responsabilité de présenter un Hartani candidat pour les Mauritaniens. Ça, c'est de l'histoire. Je l'évoque parce que c'est de l'histoire, mais aussi c'est quelque chose de très important dans le processus politique de certains groupes. Nous voulons que les Mauritaniens puissent œuvrer pour la création d'un État, d'une nation, où tous les Mauritaniens s'y voient et tous les droits des Mauritaniens soient garantis. Mais nous ne pouvons pas accepter que certains jouent, ils font les jeux et utilisent les autres par la manipulation pour arriver à des fins politiques. En tant que dirigeant de l'une des principales centrales syndicales, on ne pourrait pas quand même rater l'occasion de vous interpeller sur
une question cruciale qui est la situation aujourd'hui des dockers du port. Est-ce que cette question-là a été définitivement réglée? Cette question, c'est une question vraiment, c'est un scandale. C'est un scandale. On n'a jamais vu dans un pays on renvoie 2000 travailleurs d'un coup dans la rue sans régler le problème et sans savoir pourquoi, parce que seulement il y a les hommes d'affaires qui s'imposent et l'État marche. 2000 dans la rue, parce qu'ils sont tous 100% haratin. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, les haratines sont également victimes de l'esclavage moderne, que ce soit ici au port de Nouakchott, que ce soit aussi au niveau de Nouadhibou. À Nouadhibou, la zone franche, c'est aussi une autre machine pour également s'imposer là-bas. Les règles de droit ne sont plus jouables. Les inspecteurs de travail ne peuvent plus saisir ou imposer aux sociétés quoi que ce soit. Donc les sociétés ne sont plus assujetties à la loi. Nous sommes devenus vraiment quelque chose vraiment de bâtard. Pas de règles, pas de loi, pas de... disons, nous sommes là, en Mauritanie, où nous devenons quelque chose on ne sait même pas c'est quoi. Merci beaucoup, Président Samori, pour vraiment avoir accepté de répondre à notre invitation pour cette émission Dialogue politique. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, donc nous venons au terme de cette émission et nous donnons l'occasion pour nos téléspectateurs de suivre notre prochaine émission vendredi prochain. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Président. Merci.